Jusqu'aux années 2000, je crois qu'il y avait 500 et quelques films tirés de la série noire. Je crois qu'il m'est jamais arrivé de tomber suffisamment amoureux d'un livre policier français pour avoir envie de l'adapter. J'adore Delon, mais Delon en samouraï, en train de régler son chapeau, ça me fait hurler de rire. Je ne peux pas applaudir un tueur qui... Bon, maintenant on découvre comment fonctionne la police. On naît, on vit, on trépasse. J'ai simplement voulu survivre, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes jeune, vous avez l'opportunité de faire un premier film, bon, j'en suis sorti. Deuxième film, bon, je suis... Et puis au fur et à mesure, je m'en sortais. Et quelle pouvait être ma réaction? Qu'est-ce qui était à la mode à l'époque? Je parle dans la série B ou la série populaire, comme vous voulez. C'était les polars sérieux. C'était François Arnault que j'adorais, dans des films de Ralph Habib. Et l'image du gangster. Et tous ces films, je me suis dit, mais si je fais ça, je vais dans une impasse, je ne serai pas moi. J'aime pas ce monde, j'aime pas la loi du milieu, ça me fait marrer, moi. On a découvert la série noire en même temps que le film noir, à peu près. Hein. D'ailleurs, tous les romans noirs, tous les films noirs, pardon, tirés de romans noirs américains sont tirés de romans des années 20, 30, 40, qui ont été publiés ensuite en 45 à la série noire. Mais on a commencé par découvrir un petit peu les romans qui avaient servi de base à tous ces films qu'on connaissait, les films de Tourneur, des films de Lang, des films... On sort tout juste de Maigret, du commissaire Bourrel, des brigades du Tigre. Hein. La psychologie, il n'y en a qu'une. Défourailler le premier. C'est un peu sommaire, mais ça peut être efficace. Quand vous lisez un série noire et que vous êtes scénariste ou réalisateur, j'imagine que tout de suite vous voyez le casting, vous voyez comment vous allez vous le mettre en scène, comment vous allez... Voilà. Ce sont des histoires qui parlent. Dans le polar, ce qui m'intéresse surtout, c'est le suspense. C'est plutôt le suspense, c'est plutôt la tension des rapports entre les personnages que tout l'aspect policier. À chaque fois que, par exemple, j'imagine que je vais être obligé de mettre des flics, ça m'embête un peu parce que ça me fait pas rêver. C'est quoi l'article L627? Bertrand est venu me chercher, j'étais encore flic. Hein. J'étais encore flic, il m'a proposé d'écrire un polar. La commande, c'est simple, il voulait un anti-Navarro. Un anti-Navarro, il m'a dit, vas-y, lance-toi, écris à la truelle, à la spatule, il me disait. Et du coup, je me suis lancé comme ça avec un ordinateur. Et puis j'ai écrit avec les dialogues. Je ne sais pas pourquoi, les dialogues venaient de manière naturelle, spontanée. Ça lui a plu. Et puis du coup, j'ai écrit une espèce d'énorme scénario initial. Et après, on a réécrit à deux. Voilà, L127. Et finalement, on a réussi à écrire ce film en 4-5 mois. Pas à temps plein, parce que j'étais encore flic, donc on se voyait tous les soirs, on se voyait les week-ends, Bertrand venait à ma brigade, et on a eu cette chance de pouvoir tourner dans la foulée, dans l'énergie de l'écriture, ce tournage a eu lieu. Alors moi, j'ai aimé le dialogue, alors que les gens n'aimaient pas ça à cette époque, et j'aime toujours ça, surtout maintenant où il n'y en a plus beaucoup, et je trouve que ça manque, et chacun aime ce qu'il aime, hein. Et comme j'avais travaillé avec des dialogues de Pierre Laroche, qui était quand même dans la même mentalité qu'Audiard, parce que il avait été avec Prévert dans les films précédents. Eh bien, Audiard a fait appel à moi, mais on cherchait un ton, c'était la dérision, c'était notre manière à nous de situer les choses, mais c'était pas pour faire rire, c'était pour être contre. L'auteur qui me fait le plus penser au polar, c'est Molière. Molière décrit les tares du monde, il en fait une comédie, mais quand on rit devant un Molière, on se demande de quoi on rit quand même, parce qu'on rit de choses assez abominables et de gens assez épouvantables. Et puis à la fin, il dit, à la fin, il fait une fin de convention pour terminer. Tiens, tu signes en bas. Alors la garde à vue, c'est la grande chance de ma vie. Je le dis, c'est une chance puisque c'est pas un projet que j'ai suscité. Garde à vue, j'étais vraiment comme un metteur en scène américain à qui un studio vient proposer un sujet. Un beau jour, j'ai reçu un coup de fil de Georges Dansiger, qui était un des grands producteurs des années 70, et qui avait beaucoup aimé Dites-lui que je l'aime, alors que Dites-lui que je l'aime avait été un flop, qui m'a dit j'ai beaucoup aimé Dites-lui que je l'aime, j'ai un livre à vous faire lire, ce sera Audiard qui écrira les... Enfin, tout était déjà
comment dire, prévu. Hein. C'est Audiard qui écrira les dialogues, c'est Michel Serrault qui jouera le rôle principal. Est-ce que vous voulez le lire? Je l'ai lu, j'étais emballé par le roman qui s'appelait À table, qui était un roman anglais en fait, d'un écrivain qui s'appelle John Wainwright. Et je dis oui, je veux le faire, c'est formidable. Enfin, j'étais très touché. Je me suis aperçu que c'était le 6e réalisateur qui était contacté. Il y en a 5 qui avaient refusé. Donc j'étais le 6e et je ne me suis pas vexé. Au contraire, j'étais très heureux. Cet homme-là, ce qu'il a sauvé, c'est sa psychologie. Si j'étais cinéaste, c'est ce que je ferais aussi du polar, parce que comme je fais du polar comme romancier, parce qu'à l'intérieur d'un cadre extrêmement précis, on a une folle liberté. Si vous enlevez le cadre et que vous voulez exprimer une liberté en dehors du cadre, vous avez intérêt à avoir des barrières internes qui donnent quand même au lecteur cette impression de cadre. Autrement, c'est du n'importe quoi. Et comme dans le polar, il y a de la violence, il y a toujours un excès des sentiments, il y a toujours une chose qui est... En principe, enfin, on a affaire à des criminels, même si c'est des criminels seulement cérébraux ou mentaux, ça nous permet d'aller très loin dans notre imaginaire. Et en fait, c'était un peu, comment dire, notre tribut, comme disent à tout ce qu'on a aimé dans le cinéma américain des années 50. Dans les années 50, à partir du moment où les auteurs français ont accepté ou que Duhamel a accepté que les auteurs français paraissent sous leur nom, il y a eu une tendance, effectivement, l'autre qui est la tendance milieu. C'est-à-dire ça a mis en scène quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis, mais qui existe en France, c'est le milieu. C'est-à-dire les Simonins, les Bastiani, les Le Breton, mettant en scène un milieu très particulier avec ses codes et tout qui maintenant a disparu. T'inquiète pas. La baffe du crapaud n'empêche pas la caravane de passer. Pour moi, les grands tournants ont été La Balance, hein, qui avait été écrit par Bob Swett et Mathieu Fabiani, qui est un de mes collègues de l'époque, qui est toujours flic, d'ailleurs c'est un des rares qui est toujours flic, qui est commissaire de police maintenant. Mais à l'époque, Mathieu ne pouvait pas tout dire, donc il manquait des choses. Il y a eu Les Ripoux, écrit par Simon Miquel. Il ne faut pas oublier que Simon Miquel, qui a écrit 15 films, est un ancien policier. Et donc lui, un auteur complet, puisqu'en effet, il a démarré par des films comme La Totale, True Lies, enfin True Lies, c'était le remake, mais Profil bas, tous les films de Jolivet, tout ça, c'est un ancien flic qui a écrit ça. Bon, L627 a été un tournant aussi, et puis voilà, c'est un peu les 3 tournants où on a montré que les flics n'agissent pas seuls. Durie, Fifi chez les hommes et Touché pas au Grisby, ce sont 2 grands films noirs. Alors que les lecteurs avaient pris un bouquin comme Touché pas au Grisby, peut-être beaucoup plus dans son côté folklorique, truand, milieu, soupe aux choux, soupe à l'oignon au hall. Tu vois, Raoul, c'était pas la peine de s'énerver. Monsieur convient. Il y en a qui abuseraient de la situation, mais mon frère et moi, c'est pas notre genre. Qu'est-ce qu'on peut faire qui t'obligerait? Alors de parodie en parodie, je me suis dit, je vais, pour moi, sans chercher un but, mais raconter une histoire à ma manière, en toute liberté, mais qui sortira, j'espère, des sentiers battus. Et il s'est trouvé que c'est sorti des sentiers battus. Et comme l'ancienne vague l'a fait aussi, comme les Duvivier, comme tous l'ont fait aussi, disons que le polar est un cadre formidable pour que les créateurs puissent s'exprimer à l'intérieur, qu'ils soient nouveaux. Moi, j'ai jamais très bien compris la nouvelle vague. Hein. J'ai jamais très bien compris j'ai jamais très bien compris pourquoi brusquement c'était instauré des gens qui se déclaraient nouvelle vague. Il y en a tout le temps. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il faisait un cinéma. C'est vrai qu'il faisait un cinéma différent, mais bon, avec les mêmes recettes et avec les mêmes livres. Alors, est-ce qu'on préfère le cinéma réaliste et noir de Duvivier au cinéma un peu gris et onirique de Truffaut? Lui, il disait les polars que j'adapte, ce sont des histoires d'amour. C'est souvent des histoires d'amour, parce que les histoires d'amour, c'est le plus grand suspense. Seulement tort ou pas tort, maintenant c'est moi le patron. Voilà. Ou comme Tavernier aussi, quand il faisait même tout à fait d'une autre façon Coup de torchon,
même si il y avait de l'humour, mais c'était un film complètement débridé, lâché, qui avait plus rien à voir avec le polar pépère, mais qui pouvait être formidable, de la période d'avant. Je suis sûr qu'il va me foutre sur la gueule. Mais tout était prévu, tous les gestes étaient prévus. Je m'étais fait un peu un storyboard, mais pas dessiné, mais quand même la fameuse scène de la cuisine, j'ai retrouvé le scénario. Il n'y a pas un geste qui ne soit pas écrit, il n'y a pas un mouvement de caméra qui ne soit pas écrit. Mais je n'ai pas cherché, le rythme c'est au montage qu'on le trouve. On ne s'était pas dit, tiens, on va faire ça, et puis à la 10e seconde, un tel. Non, Audiard nous filait son dialogue en vrac sur une adaptation qu'on avait faite ensemble. Donc, il n'y avait pas de zone d'ombre, tous les personnages étaient définis, d'autant plus qu'on savait à l'avance qui jouerait dans le film. Écoute, on ne te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. J'ai une santé de fer. Le culte des tontons est quelque chose qui m'a dépassé complètement. Pourquoi? Incroyable. Et je me suis retrouvé avec Valentino Valentini qui jouait dans les tontons, dans les arènes de Fourvière. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, on va faire là-dedans? Il dit, non, non, t'inquiète pas, hier on a passé Gladiator, demain on passe Apocalypse Now, et ce soir c'est ton film. Il était terrorisé, moi, mon petit film en noir et blanc. Et puis le type qui avait la copie est venu, il m'a dit, la copie est formidable, on allait, enfin, bon, le baratin. Et puis je me suis retrouvé dans les arènes, et j'ai écouté les réactions du public. Et je me suis aperçu que tout le film avait de l'importance, surtout les acteurs. C'est pas, même quand ils étaient muets, toutes les réactions portées faisaient rire. Évidemment, on transmet dans la mémoire que des répliques, mais je me suis aperçu aussi bien que tout amusait, les réactions, le jeu des acteurs, la réaction aux répliques violentes. Et j'étais assez fier de moi. Non, pas fier de moi parce que, justement, dans le souci que j'avais de les montrer, j'ai montré aussi bien le dialogue que le contre-dialogue, si vous voulez. Et je me suis retrouvé dans les arènes de Fourvière, avec 3000 personnes debout en train de nous acclamer, Valentino et moi, et délirant, nous balançant tous les coussins qu'ils avaient sur la gueule, et je me suis pris pour un chanteur de rock. C'est vrai que sur la fin, il disait un peu n'importe quoi. Il avait comme des vapes, des caprices d'enfant. Voilà, c'est vrai que le cinéma comme ça a véhiculé des fausses idées, mais souvent c'est par manque de travail. Je vois encore des films français ou des téléfilms, des films de télévision où on parle encore des inspecteurs. Bon, il y a quand même 6 ans que les inspecteurs n'existent plus. Maintenant, c'est des lieutenants de police ou des capitaines ou des commandants. Donc il serait peut-être temps que les auteurs aillent se documenter sur place. On peut écrire des très bons polars sans être flic. Hein. Simplement, il faut aller dans les commissariats, voir un peu comment ça se passe. Il me fait chier ton cahier. Ton pistolet à eau, ta bombe à merde, tout ça, tout ton petit là. Je sais pas. D'abord, j'en vois pas beaucoup. Parce que souvent, ils sont pas très attrayants. Et moi, j'aime qu'on me raconte des histoires. J'ai toujours été contre les scènes de la vie conjugale, si je peux m'exprimer ainsi. Mais j'ai pas envie d'aller voir ça, surtout à mon âge. Maintenant c'est plus compliqué, parce que, si vous voulez, on pourrait dire que la branche audiovisuelle du polar a totalement été intégralement annexée par la télé, pour en faire les merdes qu'on connaît, et pour en faire le prime time, quoi. C'est-à-dire vider le polar de tout son sens et en faire simplement des enquêtes avec des héros récurrents, en vidant du polar tout son côté social, tout son côté, comment dirais-je, subversif. C'est-à-dire que le polar est forcément un genre subversif puisqu'il décrit un monde qui ne marche pas. Et ce qu'on en a fait de l'autre côté à la télé, c'est qu'on a fait un genre totalement consensuel, puisqu'on met en scène des héros qui remettent en marche le monde. Navarro, c'est quelqu'un qui bricole le monde jusqu'à ce qu'il soit acceptable par la fameuse ménagère de 50 ans. Un film, c'est pour me dire que c'est la vie courante,
J'aime mieux la vie courante vue d'une manière populiste, parodiard, donc pleine d'imagination et de provoque, que la banalité de tous les jours. C'est comme ça pour tout le monde. Pas forcément. Enfin, je veux dire, on meurt pas forcément dans son lit. Ben voyons. Bon, j'en sais rien, moi je déconne. Et puis,